Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien et que tu as passé des super vacances. Je suis désolé de te l'annoncer comme ça, c'est la rentrée et clairement je suis très en retard. Sur YouTube, ma rentrée elle est un petit peu fin septembre, mais j'ai une excuse, j'avais du taf. Eh oui, je bosse à côté de YouTube. Donc j'espère que tu m'en veux pas et que cette excuse est assez valable. Aujourd'hui, je vais pas faire de test de produits, je vais te parler de ma vie entre guillemets, je vais te raconter quelques petites anecdotes qui se sont passées cet été et un petit peu avant cet été. Donc je t'ai préparé 4 anecdotes, plus ou moins longues. Ah vas-y, je me fous à poil, je te raconte un petit peu tout. C'était une expression, on se foutra à poil, je vais pas réellement me mettre tout nu, tu vois, enfin... pas ouf. La toute première anecdote, ça sera une anecdote qui sera pas très longue, j'ai nommé le Jet 27 en Espagne. Comme tu es censé savoir parce que tu es un abonné très actif qui suit toutes mes vidéos depuis déjà très longtemps, non je plaisante, mais si tu peux t'abonner à la chaîne, franchement, on est bientôt 5000 et il y a un concours à 5000 abonnés sur Instagram, tu vas peut-être gagner un truc super sympa qui vaut genre 500-600 balles. Oui, j'essaye de pas déconner avec ça, te faire gagner des trucs assez cool. Bref, abonne-toi à la chaîne YouTube et loupe pas le concours sur Insta. Donc du coup, je reviens à ce que je disais, comme tu le sais, je suis espagnol, j'ai une double nationalité, française et espagnole. Donc je suis bilingue, je vais en Espagne tous les ans voir ma famille. Et cette année, j'y étais cet été pour faire la fête, très clairement. J'y étais une dizaine de jours et sur les 10 jours, il n'y a pas eu beaucoup de jours où je me suis reposé. Donc, j'ai fait la fête et des fêtes de village. Tu sais que je suis également habitué aux fêtes de village en tant que personne qui est sur scène, qui gère les lumières et des fois le son. Ça, tu le sais si tu as vu ma vidéo 24 heures dans la peau d'un DJ. Si tu l'as pas vue, elle s'affiche là. Et donc, du coup, j'ai été faire des fêtes de village en Espagne, mais c'est des barjots, les mecs. En termes de matériel, de son, de scène, ils mettent un truc démesuré pour un village de 500 personnes. C'est un truc de malade. J'ai également fait les fêtes de Bayonne, qui sont des fêtes qui sont très connues, c'est pas loin de chez moi. Et grossièrement, la scène que tu avais aux fêtes de Bayonne et le matériel qu'il y avait pour les fêtes de Bayonne, eh ben t'avais la même chose pour un village de 500 habitants en Espagne. Les mecs, ils mettent du budget pour faire la fête, c'est trop bien. Donc évidemment, dans ce village de 500 personnes, t'as pas 500 personnes qui viennent, t'as genre 3-4 000 personnes qui viennent. Et là, clairement, tu commences à faire des petits concerts sympas. Donc j'en ai fait quelques-uns en buvant de l'alcool avec modération. Ouais, modération, c'est un pote à moi. Il a pas envie de sortir souvent, il veut rester genre chez lui. Bah du coup, je fais la fête sans lui. Bref, t'as compris, je me suis mis quelques caramels. Et en France, j'ai l'habitude de boire du Jet 27 avec du Perrier ou alors tout seul, Jet glaçon. Une boisson qu'en France, on boit assez souvent, mais en Espagne, elle est totalement inconnue. Tu vas dans le bar du village, ils ont pas de Jet 27. D'ailleurs, en Espagne, ça s'appelle pas Jet 27, ça s'appelle Peppermint, de la liqueur de menthe quoi. Donc dans les bars de fête de village, ils en ont pas. Dans les magasins, il faut trouver le bon magasin où il y a du Peppermint parce qu'il y a 3 bouteilles qui se battent en duel. Donc à une des fêtes, je me suis dit bon ben let's go, je ramène la bouteille de Peppermint comme ça, je bois ça. J'ai commencé du coup à me servir dans un verre, à mettre quelques glaçons et un pet de Perrier. Les verres en Espagne, c'est des verres d'1 litre. Les mecs, ils abusent complètement sur tout, les scènes, les verres, l'alcool, bref, c'est trop bien. Et clairement, je me suis retrouvé du coup avec un gros verre qui faisait 1 litre, tout vert. Mais j'étais le seul parmi les 4000 personnes qui avaient ce verre vert. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les gens autour de moi? Ils me regardaient en mode trop chelou, qu'est-ce que t'as dans ton verre? Alors je leur expliquais, ça c'est de la liqueur de menthe, c'est trop bon. Genre il y a plein d'avantages à boire du Jet 27 au lieu de boire du whisky, du gin, de la vodka ou d'autres alcools. Premier avantage, c'est que t'as beaucoup moins de degrés à l'intérieur. Entre 20 et 24 degrés d'alcool en fonction de la marque que tu achètes, au lieu de 40 degrés sur de la vodka ou du whisky. Donc tu te mets une race beaucoup moins rapidement et tu peux boire beaucoup plus. Deuxième avantage, comme tu mélanges le Jet 27 avec de l'eau, du Perrier ou des glaçons, le lendemain t'as pas un mal de tronche terrible et une gueule de bois énorme parce que tu coupes avec de l'eau. L'alcool, faut le couper avec de l'eau pour être beaucoup mieux le lendemain. Là, je pense que je t'apprends rien si tu fais la fête de temps en temps. Donc tous ceux qui boivent du whisky coca par exemple, un petit peu baisé là. C'est comme la plupart des gens qui boivent du Ricard, le lendemain, ils sont plutôt bien. Enfin après, il y a bien et bien. Genre si tu bois pas d'alcool, zéro alcool, c'est encore mieux. Et c'est tout à ton honneur. Bref, ça c'était le deuxième avantage. Et troisième avantage, c'est que tu bois de la menthe. Du coup, tu as tout le temps une putain de bonne haleine. Genre tu peux pécho n'importe qui, tu sentiras la menthe. Et ça, c'est un game changer parce que là, il y a des mecs, ils puent l'alcool à 3000, toi tu sens la menthe. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas intelligent ici? Bref, je reviens à mon histoire, je leur fais goûter le Jet 27 et le Peppermint. Et là, la première réaction des Espagnols, c'est c'est dégueulasse, ça a goût au dentifrice. Je leur ai dit, mais vous êtes complètement barjot. C'est trop bon le Jet 27. Enfin, je sais pas, vous aimez le Jet 27? Bon, et le long de la soirée, ça a été l'excuse pour 10 000 trucs. Genre, il y avait un petit groupe de personnes, ils étaient là en mode, oh, trop drôle ta boisson verte, ah, fais-nous goûter. À un moment, il y a 2 meufs qui sont arrivées, je pense qu'elles voulaient lancer une discussion de je sais pas quoi. Et ben, la bonne excuse, c'était le verre de Jet, et c'était en mode, oh, trop drôle, ton verre, il est vert, et ben, du coup, on prend une photo. Pareil, une autre personne dans la soirée, elle vient, et pour lancer la conversation, c'était en mode, oh, trop drôle, ton verre, machin. Il est vert. Et je dis bah oui, c'est du Peppermint. Et le pire là-dedans, c'est qu'en fait, le copain de cette fille qui était venu me parler avait tout simplement froid, c'est lui qui faisait ça, mais il en sait pas trop. Donc du coup, elle voulait juste me demander de m'emprunter ma veste pour le filer à son mec. Du coup, j'ai été gentil, je lui ai prêté ma veste pendant une petite demi-heure.
parce que je l'utilisais pas. Et parce que le mec faisait 2 mètres de haut et était très très large et costaud aussi. Bref, voilà la première anecdote sur le Jet 27. Comme ça, tu sais qu'en Espagne, demande pas du Jet, ils vont te regarder en mode quoi, qu'est-ce que c'est? Par contre, des liqueurs à la con, ça ils en ont, le 43 et plein d'autres mélanges bizarres, ça ils ont plein de trucs. Mais Jet 27, nada. Ma deuxième anecdote, c'est comment est-ce que j'ai fini aux urgences en étant en train de couper du jambon. Cette anecdote, je te l'ai déjà racontée sur Instagram si tu me suis sur Instagram. Et si tu me suis pas, bah, très bien, comme ça tu as l'occasion de me suivre si tu veux. Je te raconte quelques petits trucs qui m'arrivent dans ma vie et je te tiens au courant de moi, comment je vais, tout ça de temps en temps. Donc très clairement, ça va aller très vite. Couteau, doigt, urgence. Point. J'étais gentiment en train de couper du jambon parce que chaque année d'Espagne, je ramène du jambon. Et là, j'étais en train de désosser le jambon parce qu'il restait plus beaucoup de jambon. Donc c'est la partie un petit peu dure pour réussir à faire des croquetas au jambon. Croquettes de jambon en français. Et donc du coup, c'est des parties qui sont très très dures et il faut faire super attention de là où tu places tes mains, tes doigts avec le couteau. Qu'est-ce qu'il a fait Sébastien? Il a pas fait attention du tout. Du coup, il a pris le couteau et il a fait chloup, il a dérapé. Et du coup, son doigt, eh ben, là, il y a une belle cicatrice. Je te montre, je sais pas si tu la vois, c'est pile poil sur la jonction ici. Genre, j'aurais pu me couper le doigt à travers le cartilage. Bref, j'ai dérapé et sur le moment, je sens rien du tout. Réellement, je glisse sur le doigt, je fais oh là là, j'ai failli me couper. Et je ne sens rien. Et je regarde mon doigt, et là, je vois mon doigt, j'écarte la peau et on voyait le cartilage. J'ai fait ah ouais, c'est pas très très bon ça. Donc au début, je trouvais ça hyper drôle. J'avais pas mal du tout, vraiment pas mal. Donc j'écartais la plaie, je regardais, je faisais oh là là, c'est rigolo. Je suis en trou. Blablabla. Et ça saignait pas du tout. Pendant les 5 premières minutes, ça n'a presque pas saigné. Donc clairement, on voyait très bien le cartilage, le tendon d'ailleurs, tu vas voir, je vais te raconter par la suite. On voyait très bien tout ça. Bon, je suis pas sensible à tout ce qui est saignement, ouverture, etc. Donc ça allait, je suis pas tombé dans les pommes. J'ai pris une vidéo que j'ai envoyée à mon beau-père en disant tu crois qu'il y a moyen que je me fasse recoudre là? Parce que lui, clairement, c'est un casse-cou. Il sait tous les endroits où il peut s'être fait recoudre, il se les est fait recoudre. Et il m'a très clairement dit gros, je me suis fait recoudre pour moins que ça. Et c'est là où je me suis dit aïe aïe aïe. C'est-à-dire que là maintenant, moi j'ai un apéro dans 2 heures, je dois aller aux urgences. Par précaution, j'ai mis un morceau de sopalin autour avec du Chatterton. Est-ce que tu sais ce que c'est le Chatterton? Dans l'audiovisuel, on appelle ça du Barnier. Et dans le monde de tout le monde, on appelle ça du scotch d'électricien. Bref, j'ai mis un morceau de sopalin avec du scotch électricien par-dessus pour juste éviter que ça saigne. Donc j'ai été à la pharmacie, j'ai défait mon truc et elle me dit mais vous avez pas trouvé mieux comme pansement? Et je dis bah non, j'ai que ça. Elle m'a dit bouge pas, je te mets un vrai pansement. Mais par contre là tu vas aux urgences parce que clairement c'est ouvert là. Et ah d'accord. Bon bah du coup j'ai été aux urgences. Arrivé là-bas, j'ai de la chance dans ma région, il y a des urgences SOS mains spécialisées pour les doigts. Tu te coupures, tu te coupes un doigt, tu te coupes comme moi là, tu fais ça. C'est spécialisé là-dedans. J'étais les voir et elle m'a dit bah très bien, vous revenez demain matin, on vous opère. Je fais quoi? Je lui dis demain matin je bosse et là tout à l'heure j'ai un apéro. Elle m'a regardé, elle m'a dit ouais, mais là clairement vous êtes ouvert, il faut vous recoudre et on va vérifier si à l'intérieur il n'y a pas soit des dommages collatéraux, soit un petit morceau de jambon qui est resté coincé en dessous et qui va infecter le doigt. Donc je lui ai dit très bien, à demain matin le plus tôt possible parce que je bosse demain matin. Elle me dit ok, pas de souci, à demain. Donc elle me fait un beau petit pansement tout beau sur mon doigt. Je pars à mon apéro parce que oui, clairement, j'allais pas ne pas faire un apéro pour le doigt. Mon doigt il allait très bien, je pouvais tout prendre, le plier dans tous les sens, j'avais pas mal. Donc du coup, mon apéro se passe bien, je vais me coucher et le lendemain matin 7h, boum, rendez-vous au bloc opératoire. Sauf que moi je me suis dit, vas-y, bloc opératoire c'est très bien, on va juste me faire un petit truc à la main, point barre. Ah mais non, bloc opératoire ça veut dire à poil, tu te mets en blouse, la charlotte sur la tête, les trucs sur les pieds, vraiment une vraie opération. Et clairement je me suis dit, ça craint du boudin. Il y a une anesthésiste qui vient me voir et qui me dit, bon ben monsieur je vais vous anesthésier ces 3 doigts. Parce que ces 3 doigts fonctionnent ensemble. Enfin, le pouce et l'index fonctionnent ensemble et ce doigt c'était au cas où. Donc du coup pour endormir ces 3 doigts, comment on fait? On fait pas juste pip avec des aiguilles, ça s'endort. Non, elle a été m'endormir les nerfs et les tendons qui se trouvent dans l'avant-bras. Il y a une aiguille comme ça qui est passée, elle a traversé mon avant-bras, elle a été choper le doigt qu'il fallait, donc en bougeant, donc à travers mon avant-bras, dans le muscle, elle bougeait un petit peu comme ça. Et là, je voyais mes doigts qui bougeaient tout seuls, je fais pup, en fonction de quel tendon et quel nerf elle touchait. C'était très drôle, mais très désagréable d'avoir une aiguille dans le bras qui était en train de bouger comme ça. Sur ce, elle arrive à trouver ces 3 doigts-là, qu'elle m'anesthésie, et je passe au bloc opératoire. Donc les chirurgiens, hyper sympas, ils me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Je leur dis, je suis technicien audiovisuel, et là, je vais bosser dans 1 heure. Et là, ils me disent, non, carrément pas, t'as 15 jours d'arrêt. Et c'est là où j'ai dit, comment ça, j'ai 15 jours d'arrêt? Ils me disent, ouais, là, ce que t'as fait, faut t'arrêter, faut pas que tu bouges le doigt, etc. Ah d'accord, très clairement, j'ai été bosser quand même après. Mais c'est pas le plus drôle, parce que pendant qu'ils étaient en train de regarder ça, ils m'ont posé d'autres questions. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Et là, je leur dis oui, je fais un petit peu de street workout. Donc du coup, je m'amuse à faire l'équilibre sur une main, donc le piqué. Et là, je m'entraîne à faire l'équilibre sur une main. Et évidemment, c'est la main gauche là où je me suis coupé. Il y avait un petit rideau entre nous deux. Ils ont baissé les rideaux, ils m'ont regardé, ils m'ont dit là, ton piqué, tu vas pas le faire pendant 1 mois et demi. Je les ai regardés, je leur ai dit après le travail, vous m'empêchez de faire du sport. Et là, il me dit ouais, clairement, en te coupant, t'as sectionné partiellement un tendon. Et là, je fais
Quoi? Vous pouvez bouger les doigts. J'avais pas mal, je me suis coupé, ils m'ont recousu un tendon et par-dessus, ils m'ont mis 9 points. Donc clairement, j'avais bien les boules de plus pouvoir m'entraîner parce que je passe de couper du jambon à avoir 9 points sur le doigt, un tendon partiellement sectionné et donc du coup de la rééducation à faire parce que ce doigt-là, je pouvais plus le plier. Là, tu vois, j'arrivais à le plier à peu près correctement. Là, un entier, celui-là, un entier, tu vois, celui-là à peu près correctement, clac clac. Mais clairement, il a fallu du temps pour se réhabiliter. Enfin, pour se réhabituer, pas réhabiliter. Voilà, ça m'a pris 1 mois et demi, 2 mois à revenir à la normale. Donc du coup, j'en ai tiré de très bonnes conclusions. À peu près 1 mois après, j'avais encore un pansement sur le doigt. J'ai recoupé du jambon. Qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien? Il s'est recoupé sur le même doigt. Sauf que là, c'était beaucoup moins profond et j'ai pas eu besoin d'aller aux urgences. Juste un petit morceau de Sopalin Chatterton, ça suffit. Donc voilà pour la deuxième anecdote. Maintenant, on va passer à la troisième anecdote, qui est tout simplement, j'ai participé à une bagarre dans un match de rugby professionnel. Très clairement, le titre est un petit peu abusé. Mais comme certains le savent, je travaille très souvent sur des stades de rugby, de foot et dans la partie audiovisuelle du sport en général. Là, cette anecdote, elle est arrivée la semaine dernière. La saison de rugby de Pro D2 et Top 14 a repris et donc du coup, moi, je faisais un match de Pro D2. J'étais en bord de terrain, à côté des remplaçants et des joueurs et je regardais le match, je m'occupais des panneaulettes qui diffusent les publicités en bord de terrain et arrive un moment, une action qui était très litigieuse. Le match était Biarritz Olympique contre Oyonnax. Bref, si tu connais pas trop le rugby ou ça t'intéresse pas trop, je vais pas te raconter tous les détails. Mais grossièrement, on passe d'une action où le Biarritz Olympique allait marquer un essai à une faute qui a été provoquée par Oyonnax qui fait récupérer le ballon et c'est Oyonnax qui marque un essai. Et comme c'est une action qui est un petit peu douteuse, l'arbitre a fait appel à la vidéo. Donc l'arbitrage vidéo qui donne lui ses conseils, qui rediffuse le ralenti à l'écran géant, donc comme ça l'arbitre regarde. Le match se passait à Biarritz, donc du coup tu avais beaucoup de supporters du Biarritz Olympique et l'arbitre, après avoir revu les images, a pris la décision d'accorder l'essai à l'équipe adverse, donc c'est-à-dire Oyonnax. Alors tu vas me dire, où est la bagarre là-dedans? Eh bien tout simplement en bord de terrain, à ce moment-là, parmi les remplaçants, ça a commencé à se chauffer. Il y avait un remplaçant du Biarritz Olympique qui était en train de gueuler en mode oh là là, il y a faute, et un remplaçant du club d'Oyonnax qui a commencé à dire ouais, ferme ta gueule toi, c'est bon, ça va, il y a un arbitre. Ce qui a pas trop plu au joueur de Biarritz, mais il a continué à gueuler en disant ouais, c'est inadmissible, blablabla. Le joueur d'Oyonnax, un petit peu saoulé que l'autre il ramène sa poire, il a pris une bouteille d'eau, il lui a balancé sur ses pieds, du coup il y a de l'eau qui a sauté partout. En ayant fait du rugby, comme tout joueur de rugby qui se respecte, tu te fais pas marcher dessus en te faisant balancer une bouteille d'eau au pied. Tu vas voir l'autre joueur de rugby en lui faisant un gros câlin, en lui disant ouais gros, qu'est-ce que tu veux? On se bat ou ça se passe comment? C'est allé beaucoup plus vite que ça. Le joueur du Biarritz Olympique est allé voir le joueur d'Oyonnax qui lui avait balancé la bouteille, l'a pris par le col et lui a dit qu'est-ce que t'es en train de faire? Et l'autre il lui a dit je fais ce que je veux. Et là, il a commencé à avoir petit accrochage en l'espace de 2 secondes et tous les autres remplaçants sont venus autour. Moi où j'étais à ce moment-là, à tout simplement 1 mètre d'eux. Il y a un petit peu d'eau qui est valsé un petit peu dans tous les sens, donc j'en suis pris plein la tronche. Et au bout de 10 secondes, ça commence à bien s'accrocher et là je vois du coup des personnes du club de Biarritz qui commencent à venir séparer. Moi j'étais à 1 mètre, au début j'ai fait un pas en arrière en disant pas mon problème, c'est eux qui se démerdent, c'est entre joueurs. Et du moment où il y a le staff et tout ça qui est venu, j'ai fait bon, je vais quand même aller dire séparez-vous, attention, oh là là. Donc dans ma tête, ce qui s'est passé, c'était en mode je les prends comme ça, on les sépare et c'est fini. Ça, c'est ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais réellement, ce qui s'est passé, c'était plus s'il vous plaît, messieurs, est-ce que vous pouvez arrêter de vous battre, s'il vous plaît? Voilà de quoi t'as l'air quand t'es à côté de gros Golgoth qui font 2 mètres de haut et que toi, avec ton petit 1m75 et des bras, on dirait des cure-dents, eh ben, tu passes pour une fourmi. Donc en essayant de séparer, eh ben, je me suis fait balader un petit peu dans tous les sens. Donc voilà un petit peu la petite anecdote de rugby pro, parce que clairement là c'est le rugby professionnel. Être au centre d'une bagarre, ça arrive pas tous les jours, surtout quand tu te prends pas un seul coup de poing dans la tronche, ça c'est pas mal, parce que clairement j'aurais été KO technique. Là je me prenais une droite, fini. Hein. Au lit. 4e anecdote, mon opération des yeux. Cette anecdote, je l'ai également un petit peu racontée sur Instagram, quand je me suis fait opérer des yeux, mais vous n'avez pas la totalité de l'histoire. Moi, c'est bon, là je l'ai, je vais pouvoir vous la raconter. Cette anecdote, elle commence début mai, où j'ai décidé de me faire opérer des yeux. J'ai été voir mon ophtalmo en lui disant, est-ce que je peux me faire opérer des yeux? Je suis myope. J'avais -4 d'un œil et -4,25 de l'autre œil. Je mettais ma main à ce niveau-là, à partir de là vers là-bas, je ne voyais plus rien. C'était totalement flou. Ce que je voyais, c'était tout autour de moi à une périphérie de 30 cm. Donc pour remédier à ça, j'avais des lunettes et des lentilles, c'est pour ça que tu m'as pas souvent vu avec des lunettes. Et donc du coup, mon ophtalmo me dit ok, t'as une vue qui est stabilisée et tout ça, on peut t'opérer, c'est super. Prends rendez-vous pour début juillet. Ce premier rendez-vous en mai était super important parce qu'il a fait pas mal de tests et tout ça sur moi. Et clairement, avec ces tests-là, il peut après calibrer la machine de l'opération. Quand je sors du rendez-vous début mai, je reçois plein de documents. 3 ou 4 papiers à signer, un autre papier pour je sais pas quoi, bref, des papiers dans tous les sens. Je les prends tous, je les ramène chez moi et la secrétaire, avant de partir, me dit vous inquiétez pas, une semaine
semaine avant l'opération, je vous fais un mail avec tout résumé, ce qu'il faut avoir, les papiers qu'il faut me renvoyer signés par mail et la mise des gouttes parce qu'il va falloir que vous mettiez des gouttes avant et après l'opération. Donc très bien, on est en mai. Moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est j'ai plein de papiers et elle me fait un mail en me disant ce que je dois faire une semaine avant. Donc du coup, le temps passe, les papiers, je les ai signés, etc. Et là, je reçois mon mail de une semaine avant l'opération en me disant, ben voilà, il faut ramener ce document signé, dire qu'on n'a pas le Covid, etc., etc. Mais elle me parle pas de gouttes comme elle m'avait dit avant. Donc je me suis dit, ok, nos soucis, en sortant de l'opération, on va me donner des petites gouttes que j'aurai à mettre après l'opération. Le jour de l'opération arrive et du coup, j'y vais en mode tranquillou parce qu'on m'avait dit, t'inquiète, ça fera pas mal et tout, c'est cool. L'ophtalmo avait quand même dit, pendant 48 heures, tu risques d'avoir mal, mais après, ça sera très bien. J'arrive en mode touriste, mais vraiment gros touriste à l'opération. C'est ma mère qui vient me déposer là-bas. Je fais une première série d'examens pour voir juste si la vue n'a pas changé. Donc effectivement, c'était la même vue que quand on a fait les tests en mai. Donc il n'y avait pas de souci. Et là, c'est l'opération. Je passe également dans un bloc opératoire où je m'allonge et j'ai des trucs qui m'écartent les yeux. J'ai mon ophtalmo qui vient et qui me dit « Ah, comment ça va, monsieur technologie, blablabla, blablabla. » Non, bref, il m'a pas dit technologie, mais il m'a appelé par mon nom. Clairement, il a compris que j'étais en mode totalement détente. Ce à quoi il a dit « Attention, ça risque de faire mal après. » J'ai fait « Ouais, c'est bon, vous inquiétez pas, je suis pas douillé. » Ouais, t'inquiète, ça fait mal. Il m'écarte les yeux, il m'opère, c'est une opération au laser qui dure pas hyper longtemps, en 10 minutes c'était fait, mais très clairement il faut avoir l'œil qui est totalement fixe, qui est pointé vers un point. Donc tu as l'écarteur des yeux et ton œil, toi tu le gardes, enfin grossièrement tu peux pas le fermer, tu le laisses ouvert et tu regardes un point vert. Il faut absolument pas que tu dévies de cet endroit-là. Il y a plein de sécurité autour, si tu dévies, tu as la machine qui s'arrête au niveau du laser et ça reprend où c'est que ça en était. Mais clairement plus rapidement c'est fait, mieux c'est. Parce que dès qu'il a commencé à faire le laser, j'ai senti une odeur de cramé, mais cramé. Sauf que là sur le moment tu te dis, mais attends, c'est quoi qui sent cramé comme ça? Et tu te rends compte que c'est tes yeux. Il est en train de te brûler les yeux. 1, t'es pas serein. 2, t'as les yeux qui pleurent, mais terrible. Vraiment, t'as les yeux qui brûlent et qui pleurent. Et j'ai oublié de te dire, avant, il met quand même une goutte anesthésiante qui dure 45 minutes. Donc, faut pas dépasser 45 minutes de temps sur l'opération. Ça va, ça dure que 10 minutes, c'est cool. Mais par contre, vu que l'anesthésie ne dure que 45 minutes, au bout de 45 minutes après l'opération, tu commences à avoir mal. Mais bien mal. Il me laisse sortir avec des lunettes de soleil. J'étais Gilbert Montagnier, clairement. Et là, ma mère vient me récupérer et je lui dis, je suis quand même en PLS. Ça fait quand même mal parce que mes yeux commençaient à se réveiller. Et sur le moment, tu penses qu'à la douleur. Tu penses pas aux gouttes. Tu te souviens les gouttes qu'on parlait tout à l'heure? Tu penses pas à ça. Donc moi, je rentre chez mes parents parce que chez moi, je pouvais rien voir. En fait, grossièrement, t'as des lunettes de soleil. Dès que tu ouvres les yeux, c'est totalement flou partout. Tu pleures. Et si tu fermes les yeux, tu pleures en ayant les yeux fermés. Donc t'as tes larmes qui restent concentrées là-dedans. Sauf que les larmes, c'est un petit peu salé. Et comme on vient de t'opérer au laser, et bien du coup, ça fait extrêmement mal. Donc faut garder tes yeux ouverts. Mais à l'ombre, avec des lunettes de soleil. Bref. Un chantier. 1 heure passe, 2 heures passent. Et là, je me dis, j'ai quand même extrêmement mal, c'est pas normal. Et là, je me dis, attends, on m'avait parlé de gouttes. Attends, on m'avait parlé d'antidouleur aussi. Ben, j'ai rien de tout ça. Je me dis, oh putain, est-ce qu'ils n'ont pas oublié de me donner l'ordonnance pour aller chercher des gouttes et des antidouleurs? Donc du coup, je vis un enfer, réellement. On était vendredi après-midi et je me dis, si j'attends plus longtemps sans les appeler, on sera samedi, ça sera fermé, donc je vais devoir attendre samedi et dimanche avec cette douleur-là. Impossible, vraiment impossible. Donc je décide d'appeler mon ophtalmo et je tombe sur la secrétaire et je lui dis, excusez-moi, j'ai très mal, est-ce que c'est normal? Elle me dit, vous avez mis les gouttes 5 jours avant l'opération et vous avez de l'opium en antidouleur? Et là, très clairement dans ma tête, ça fait un énorme raccourci en mode, attends, comment ça 5 jours avant l'opération, je devais mettre des gouttes? Faut préparer mon œil à l'opération? Et là, elle me dit, bah oui, on vous a prescrit des gouttes dans l'ordonnance qu'on vous a donnée. Et là, dans ma tête, ça explose, je dis, tiens, mais on m'a pas donné d'ordonnance. Donc du coup, la femme de l'accueil qui me dit, ah non, mais attendez, on vous a donné une ordonnance avec des gouttes, des antidouleurs et des gouttes à mettre après. Et moi, je n'avais rien de tout ça. Donc j'étais en PLS depuis 2h30, 3 heures de temps, sans antidouleur et sans avoir mis de gouttes et préparé mon œil avant l'opération. Ce qui aurait quand même baissé un petit peu ma douleur que j'ai là maintenant, enfin que j'avais. Donc j'ai eu de la chance, ma mère ne travaillait pas à ce moment-là, a pu aller chercher une ordonnance et récupérer les gouttes et les antidouleurs, mais au bout de 4h30 après l'opération. Donc j'ai pris mon premier antidouleur, 4h30 après l'opération, j'avais clairement des yeux, c'était le feu, c'était de la lave. J'ai jamais eu une douleur aussi élevée. Tant je me suis pété des trucs, je me suis du coup sectionné un tendon, je me suis luxé un coude, je me suis déplacé des dorsaux, j'ai fait plein de petites conneries, mais au niveau douleur, là c'est quand même la plus élevée. Première nuit, impossible de dormir et il s'avère qu'au bout des 48 heures, en prenant les antidouleurs et en mettant les gouttes, heureusement ça a commencé à s'atténuer. Mais je vivais l'enfer. Vraiment, c'est vraiment l'enfer. Faut pas y aller en mode décontracté, vas-y ça va bien se passer, c'est comme si je buvais un café, non pas du tout. C'est une opération, faut quand même la supporter et bien s'y préparer avant. Et le tort que j'ai eu, c'est le fait de m'être reposé sur le tout premier rendez-vous que j'ai eu en me disant, de toute façon la secrétaire va m'envoyer un mail avec tout ce qui a marqué, tout ce que j'ai à faire dessus. Dans le mail, il n'y avait pas marqué, est-ce que tu as bien mis les gouttes 5 jours avant? Est-ce que tu as bien tes antidouleurs? Est-ce que tu as bien tout ça? Il n'y avait pas marqué tout ça et j'étais un peu con, je pensais que ça allait être marqué. La conclusion du truc, c'est que parmi le tas de feuilles qu'elle
m'avait donné. Effectivement, il y avait une ordonnance qui était bloquée juste en dessous, avec tout ce que je devais aller chercher avant à la pharmacie. Sauf que ben voilà, je suis un énorme boulet. Donc du coup, j'en ai bien chié comme il fallait. Et fais attention quand tu fais une opération ou quelque chose qui est un petit peu lourd comme ça, prépare-toi avant. Voilà, du coup, c'était ma dernière anecdote. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo qui change totalement de celle que je fais d'habitude. Si jamais tu as aimé, pose un like et abonne-toi à la chaîne YouTube si jamais t'es pas encore abonné. On est bientôt à 5000 abonnés. Donc j'espère te voir participer au concours sur Instagram. N'hésite pas également à marquer un commentaire si jamais toi aussi tu as une petite anecdote assez folle à raconter. Si dans les commentaires il y a beaucoup d'anecdotes, pourquoi pas faire une deuxième vidéo avec tes anecdotes, que je te contacte en amont et que je raconte ton anecdote. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchou bidou bidou.